Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos 4 points de vue différents. Et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Je suis toujours accompagné de mes 3 acolytes. Salut Thib, ça va? Salut. Enthousiaste Thib. Salut Mims. Salut. Et Will, bien sûr, toujours au rendez-vous. Salut tout le monde. Will qui est maintenant reconverti en ébéniste. Vous voyez que derrière, il a monté une planche pour faire un beau studio. Je voulais pas en parler, mais avec le code ébéniste30, vous avez 30% de réduction sur ces nouvelles petites lamelles en bois de pin. Et j'ai une promotion sapin des Vosges qui arrivera très prochainement. Il y a du pain dans les Vosges. Il y a du pain, putain, les bordel. Oh, je respecte pas les Vosges, ça commence mal. Et aujourd'hui, on vous présente notre invité. Salut Evan. Salut à tous, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir d'être avec vous. Avec plaisir. Et on va parler de tout ce que tu fais et puis de toutes les connaissances que tu peux nous apporter. Pour résumer de manière globale, ce podcast, il va concerner l'endurance. C'est un énorme thème, mais on va essayer de plus spécifiquement parler un petit peu de comment est-ce qu'on s'entraîne en triathlon, comment est-ce qu'on pourrait prendre ces principes, les appliquer au CrossFit. On voit beaucoup de zone 2 en CrossFit, on va aussi aborder forcément ce thème-là. Et puis globalement, Evan va être là pour nous éduquer un petit peu sur le sujet et puis nous dire toutes les bêtises qu'on fait au quotidien, que ce soit dans les box, que ce soit dans la prépa des compétitions ou pour des challenges comme Willy va faire avec son trail bientôt, 40 km Willy. J'espère que tu es prêt. Attends, là, je précise direct, c'est ton idée et tu es avec moi. Et tu vas avoir une caméra sur ta tête. Je vais pas dire ta gueule parce que j'ai pas envie qu'on se fasse un peu censurer, mais tu vas avoir vraiment une GoPro qui va t'interviewer pendant environ 9 heures. Sache-le. Je pense que J'ai acheté 9h40. J'ai acheté 12 batteries. Je pense pour commencer, Mime, je sais que Evan, on t'a rencontré via Instagram. Instagram peut faire des belles choses parfois. Je crois que c'est Mims qui t'avait contacté au début. Mims, tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Oh bah c'est simple, hein. L'histoire c'est que je suis des personnes qui font ta programmation et puis qui t'ont tagué par curiosité. Je suis allée voir, j'ai vu ce que tu proposais avec les tests, etc. Donc les profilages. Et je t'ai contacté pour faire un test de profilage que tu es venu faire à la maison directement. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, on s'est retrouvé à faire ce qu'on appelle ce fameux test de profilage. Evan, tu vas nous expliquer ça dans un instant. Ouais. Mais est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nos auditeurs pour expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quelles sont tes spécialités ? Ouais, carrément. Donc, je m'appelle Evan, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je suis préparateur physique pour l'armée. Et à côté de ça, je pratique, on va dire, tous les sports d'endurance. Et puis, je me suis mis à entraîner certaines personnes il y a quelques années. Ça a commencé à grossir. Et puis, en s'intéressant de plus en plus au milieu, on fait grossir un peu la chose. Et aujourd'hui, je me retrouve entraîneur à plein temps. Et donc, tu viens de l'armée à la base. Si je ne me trompe pas, tu me dis, hein, tu es au 27e BCA, donc les chasseurs alpins. Tu peux nous raconter un petit peu ta carrière au sein des militaires et ce que tu fais exactement ? Ouais, alors je suis rentré il y a une dizaine d'années donc au 27e BCA à Annecy, donc qui est un régiment alpin, un bataillon de chasseurs alpins. Je suis rentré tout d'abord en tant que combattant, chef de groupe, donc sous-officier où on gère, on va dire, une douzaine de personnes au combat, donc militaire classique. Et puis j'ai toujours été passionné de sport et de performance. Et puis j'ai bifurqué petit à petit sur la branche sport. Donc je suis retourné me former au sein des écoles sportives de l'armée, donc le CNSD à Fontainebleau, donc qui a pas mal d'équipes de France qui vont s'entraîner là-bas parce qu'ils ont des grosses structures. Et à la suite de ça, donc j'ai basculé au bureau des sports du 27e BCA. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis là-bas, où on s'occupe donc de toute la préparation physique des soldats d'Annecy. C'est ce qu'on appelle le CSA, c'est ça ? Alors le CSA, c'est le club qui est affilié à l'armée. Donc moi, comme je pratiquais les sports d'endurance et qu'il n'y avait pas encore de structure, on a monté un club de triathlon au sein de l'armée. Donc le soir, les week-ends, etc. Mais au jour le jour, je suis, dans la vie de tous les jours, je suis au bureau des sports, voilà, du 27e BCA. Et le CSA, c'est un plus. Et je parle du CrossFit rapidement, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de bases et
de caserne qui s'affilient CrossFit. Et donc, on a des passionnés de CrossFit qui coachent le CrossFit au sein des affiliés militaires, qui sont des affiliés bénévoles, qui ne payent pas l'affiliation, mais dispensent du CrossFit. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, cette tendance de préparation physique et de développement de la préparation physique au sein de l'armée? Ouais, alors la prépa physique, on la pratiquait de base avec, on va dire, des anciennes méthodes. Et petit à petit, les préparateurs physiques dans les bureaux des sports, ils rajeunissent, donc ils s'intéressent aux nouvelles méthodes. Et il y a un gros intérêt pour la pratique du CrossFit parce que ça représente tout à fait ce qu'on peut retrouver en opérationnel. C'est toutes les qualités qu'on va avoir besoin. Donc on a pas mal d'athlètes qui font du CrossFit. J'en ai aussi qui ont arrêté l'armée, qui ont ouvert des box. Il y a pas mal aussi de compétiteurs, des gars qu'on parlait juste avant là en off, des Julien Dagnou, des Guillaume Bouchard, etc. C'est des gars qui tournent quand même pas mal en compète ou qui ont tourné en compète. Donc le CrossFit est bien présent chez nous de manière, donc voilà, soit sous la marque CrossFit, soit de manière un peu plus générale dans la prépa physique, mais c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Guillaume Bouchard, il a même un petit, à côté de sa box, il a un petit parcours et tout qu'il a installé. Bon, ça, c'est cool. Ouais, Ouais. carrément. Et puis c'est des gens, moi je trouve ça cool qu'on parle d'eux, c'est ce qu'on disait en off juste avant, c'est des gens que moi quand j'ai commencé le CrossFit ils étaient déjà là, je sais même pas s'ils ont peut-être pas commencé avant moi et c'est cool parce que j'ai vu Julien Dagnou en l'occurrence, il a évolué, il venait d'un sport d'endurance, il est passé au CrossFit et après il a évolué vers un autre sport d'endurance et que tu suis d'ailleurs et qui tourne très très bien, Ouais. donc apparemment tu fais pas que de la merde et non mais franchement c'est cool et puis l'armée c'est quand même dans notre ADN, il y a pas que l'armée, il y a aussi parce que alors étant donné que on va dire j'ai pas mal d'affinités avec beaucoup de personnes à la police, il y a aussi toutes les forces de l'ordre au niveau de la police et c'est vrai que le CrossFit ça les aide beaucoup à se préparer. C'est pas quelque chose qu'ils découvrent là, il y en a beaucoup qui le font depuis des années et je trouve ça très cool. On peut citer aussi il y avait Jolivet qui était dans l'armée et qui s'occupait un peu de la prépa physique il y a de ça des années. Il Il y y en a a d'autres que je Stefano sais. Songa. Stéphano Sanga, il y en a d'autres Ouais. aussi que je sais pas si je peux citer, donc je vais pas les citer parce que je sais pas si je peux citer leur nom, mais voilà, donc c'est vraiment cool et puis ça fait partie de l'ADN CrossFit. Donc moi je sais qu'en tout cas quand j'ai commencé le CrossFit, on avait cette image avec le CrossFit, ça prépare les Navy Seals et compagnie, c'était assez cool. Et finalement, nous, on l'a vu même, moi je l'ai vu même en opération, c'est des séances qui correspondent bien à ce qu'on peut retrouver et surtout au temps qu'on a pour le pratiquer. Il y a des jours où on va avoir très peu de matériel, on est au fin fond du désert, et avec un TRX, deux packs d'eau, et on arrive à faire un WOD en fait. On n'a pas besoin, par rapport au triathlon pour comparer, hein, mais on n'a pas besoin d'une piscine, d'une route qui est parfaite, d'un vélo, etc. Là, on peut s'entraîner en permanence et en 15-20 minutes avec un échauffement avant, c'est bon, on a fait une petite séance et on reste, on va dire, un minimum opérationnel. D'ailleurs, Et surtout, pardon. oh, désolé. Non, je disais, ça c'est pour Julian et aux États-Unis, la prépa physique avec CrossFit, maintenant, ça a été est mené par CrossFit pour l'armée américaine. Et donc, c'est un contrat qui a eu lieu là très récemment. Et donc maintenant, il y a des entraîneurs qui viennent, qui forment des militaires à pouvoir aussi dispenser la méthodologie. Donc ça, c'est Ouais. assez cool. Tout à fait, Et c'est un contrat qui vient d'être signé avec l'armée, avec toute l'armée américaine aux États-Unis. Et donc CrossFit est maintenant partenaire officiel de la préparation physique de l'armée américaine. Et d'ailleurs commence à travailler avec l'OTAN pour former les bases militaires européennes, donc tout ce qui est NATO dans tous les pays. Là, ils vont en Pologne, ils vont aller en Belgique, etc. Ça arrivera peut-être un jour en France. On va pas partir un petit peu dans les débats de la vieille école française. Non, Mais en tout- alors pour prendre la défense un peu des forces de l'ordre, ça évolue pas mal parce que avant j'avais pas le droit de le dire, mais moi par exemple ça fait 2 ans que comme je suis parrain de l'antenne RAID de Strasbourg, et ben depuis 2 ans c'est moi qui fais le test de la préparation physique pour les tests de l'entrée au RAID, du coup qui se passe à Bièvre. Donc ça fait 2 ans que le test c'est bon, il évolue chaque année, hein, bien sûr c'est pas le même, et je trouve que les mentalités elles évoluent pas mal en France parce qu'au niveau de l'armée, de la police et tout, ils sont vachement ouverts. Il y a pas mal de mecs qui, comme tu lui as dit, Evan, ils viennent un peu au CrossFit. Après, comme ils venaient de l'armée ou de la police, ils retournent là-bas avec leur background de CrossFitter. Et je trouve ça vraiment cool. Et pareil, pour revenir au raid, je sais que là, ils sont pas mal emballés par d'autres projets. Et je trouve ça vraiment cool
qui se rendent compte que le CrossFit, c'est pas que du CrossFit comme on voit à la télé et qu'on peut le changer pour que ça devienne un test efficient pour les forces de l'ordre, parce que bien sûr, on va pas leur faire un workout des CrossFit Games, c'est pas ça le but. Le but, c'est de tester, les mettre en condition via le CrossFit, et donc c'est cool que les mentalités elles changent. Ouais, et Ouais, et d'ailleurs, nous, on s'en sert, vas-y, pardon. vas-y. On s'en sert vraiment tous les jours. Là, par exemple, je sais qu'on a des tests un peu pour des recrutements particuliers où on a mis en place carrément toute une procédure de test qui ressemble vachement à ce qui se fait dans le CrossFit. Au final, on s'inspire un peu à droite à gauche des exercices et ça devient des tests qui sont faits tous les ans et on se base là-dessus pour le niveau de fitness des gars. Donc ouais, c'est vraiment utile. Et bon, on va repartir sur le sujet de l'endurance, hein, on est là pour ça. Mais moi, j'en profite pour saluer toutes les affiliés qui sont dans des bases militaires, qui écoutent ce podcast. Je sais qu'il y en a un petit paquet. On a une trentaine d'affiliés en France aujourd'hui qui sont soit dans des casernes, que ce soit pompiers, police ou militaires, que ce soit forces spéciales, la BRI. On en a un petit peu partout. Et après, il y a tout Le ce qui RAID, pratique. ne les oublie pas, sinon ils vont gueuler. Le RAID, BRI RAID, c'est pas la même chose. Non, mais BRI a une affiliée au sein de ses locaux. Et même à Strasbourg, il y a un gros groupe de la BRI qui s'entraîne et ils sont très forts. Et, ouais. Et donc c'est cool de voir ça. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par propager le CrossFit au sein de ces structures-là, contactez-nous, on verra ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses cool à faire. Et revenons sur le sujet de l'endurance, parce que les gens vont venir pour écouter ça. Evan, raconte-nous un petit peu toi, comment tu es arrivé dans le milieu du triathlon et qu'est-ce que tu en as appris et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir préparateur physique pour le triathlon spécifiquement et maintenant aussi peut-être pour le CrossFit, pour l'endurance en général. Alors, de base, moi, je viens pas du tout d'un sport d'endurance. Je faisais du snowboard à bon niveau. J'étais en équipe de France junior en border cross, donc les départs à 4, voilà, un peu comme la motocross. Et puis, en arrêtant vers 17 ans, 18 ans, en arrêtant le snowboard, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On avait 15 entraînements semaine, donc maintenant, il faut combler, quoi. Et j'ai toujours fait un peu de vélo. Et je me suis dit, en regardant les JO, tu sais pas nager, tu sais pas courir, c'est un super défi, vas-y, fonce. Donc je me suis mis au triathlon comme ça, et puis ça m'a plu. Donc j'ai continué, je fais un peu de trail aussi, parce que j'habite dans une super région à Annecy, hein. Donc nous, on va courir, on n'appelle même pas ça du trail, c'est juste qu'on va courir à côté de la maison. Et, euh, et puis petit à petit, en faisant des compètes, tu t'intéresses de plus en plus à la performance. C'est un sport qui est jeune, le triathlon, donc qui a une énorme expansion, que ce soit au niveau du matériel, des techniques d'entraînement, etc. Et ça m'a toujours passionné. Donc, en regardant, en apprenant de plus en plus, je me suis mis là-dedans. Tu commences à coacher un pote à toi parce que il te fait confiance. Et puis lui, il te dit, ok, ça marche, j'en parle à mon pote, ainsi de suite. Et puis c'est eux, au bout d'un moment, qui m'ont dit, mais en fait, montre une structure, fais une reconversion là-dedans parce que pour l'instant, tout ce que tu nous as dit, en tout cas, ça fonctionne avec nous. C'est des choses simples, mais qui vont avec la discipline. Donc, continue là-dedans, quoi. Comment t'en es venu à faire des progs pour les gens qui s'entraînent dans l'endurance, du coup, au fur et à mesure? C'est vraiment, de base, c'est pour mon meilleur pote, Nathan, là, qui vient de faire un Ironman, donc c'est bien passé, je fais un petit coucou. Et donc, je le coachais depuis 2-3 ans. Et puis, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, j'essayais de l'essayer sur lui, en fait. Euh, J'ouvrais le bouquin, ok, un nouveau bloc d'entraînement, on va essayer ça sur toi, on va voir si ça marche. Et puis, petit à petit, en fait, tu fais des ajustements. Lui a bien progressé. Et donc, les potes qui étaient autour de lui, ils lui ont dit, ok, mais enfin, qui te suit? Il dit, c'est mon pote, ainsi de suite. Et donc, il m'a mis en contact avec d'autres personnes. Et puis après, autour de moi, à l'armée, il y a 1000 bonhommes qui font de l'endurance, donc ils viennent toujours te poser 2-3 petites questions. Et puis, quand ils voient que ça fonctionne, les gens reviennent finalement. Donc, sans faire de pub plus que ça, je me suis retrouvé avec une quinzaine, vingtaine de demandes. Donc, il a fallu structurer un peu ça. Oui, il Ah fallait faire quelque du chose. coup j'ai du temps. Non mais je pensais que tu allais enchaîner donc je voulais pas perturber le timing. Du coup Evan, si je comprends, moi je sais la réponse, mais t'as commencé aussi un peu de manière un peu autodidacte. Tu t'es bon, bien sûr tu t'es informé énormément, mais t'as testé aussi un peu des choses sur toi, sur ton entraînement. Je sais que là tu dis que t'as testé avec parce que moi quand je dis ça c'est parce que je l'ai fait par exemple pour moi. Je suis un peu comme toi mais par rapport au CrossFit, c'est-à-dire que de suite la programmation au CrossFit ça m'intéressait de fou et j'ai essayé d'apprendre un peu à droite à gauche de
vais prendre toutes les informations que je peux. Et des fois, moi, mon crash test, c'était moi, mon corps. Et souvent, bah, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que toi, t'as fonctionné aussi un peu comme ça ou... Clairement, j'ai fait toutes les erreurs. Toutes les erreurs en endurance, c'est bon, je les ai passées sur moi, Bienvenue au elles sont club. cochées. Voilà. Non, mais au début, c'est vrai que je venais, on va dire, d'un sport où j'étais en haut niveau et on avait énormément de contraintes. Et quand je me suis mis au triathlon, je voulais enlever toutes ces contraintes, donc je voulais plus me faire coacher. C'était vraiment, je voulais apprendre par moi-même et j'étais un peu têtu. Donc c'était, bah, je fais mes erreurs et on verra bien ce que ça donne. Donc j'en ai fait un paquet. Ça, il y a des trucs qui ont aussi marché, hein, parce que j'ai quand même pu finir quelques belles Mais, courses. mais c'est les plus belles Et, leçons. Souvent, ouais, moi, je sais que pour ma part, quand tu fais une erreur et que tu l'as subie, limite, t'es un peu là, tu te dis, bon, bah, c'est bien, moi, j'en paye les conséquences, j'apprends, je tire des conséquences de cette erreur. Et au final, c'est une leçon qui reste un peu encore plus gravée et tu fais encore plus attention. Et souvent, tu vas te réinformer encore plus du pourquoi, du comment tu as fait cette erreur. Et c'est comme ça que tes connaissances, elles grandissent très vite, quoi. ah bah, En tout cas, bah, je pense que de ce que j'ai compris, que t'es un grand autodidacte et t'adores t'informer et comprendre les choses, donc ça a dû t'aider pas mal, quoi. ouais, c'est ça. C'est au début vraiment, j'avais aucune notion physio ou autre dans l'entraînement. Donc c'était, j'essayais de trouver le plan d'entraînement d'un pro et j'essayais de le suivre, quoi. Donc forcément, ça tenait 2, 3 semaines et j'explosais, mais complet, hein. Je me suis retrouvé dans des états de fatigue pas possible. Et puis petit à petit, avec les diplômes que j'ai passés avec l'armée, donc des diplômes basiques, hein, mais qui te donnent les bases finalement physio, anat, bioméca. Ben là, tu te rends compte en fait de ce que tu as fait, puis après tu vas pousser un petit peu plus loin le curseur. Et aujourd'hui, avec Internet, tu peux trouver tellement de choses facilement que tu arrives, si tu es intéressé, à avoir des connaissances qui sont quand même pas mal. Et donc, nous, en CrossFit, on a cette fameuse pyramide qui est ce qu'on appelle la pyramide du développement hiérarchique d'un athlète, avec la nutrition en bas, le conditioning, après tout ce qui est gymnastique, tout ce qui est haltérophilie, lancer, et ensuite l'application au sport. Donc, pour nous, le conditioning, la nutrition, on en a déjà parlé, et on en parlera sur plein d'autres épisodes, et on a plein d'autres choses qui arrivent, des beaux projets. Mais tout ce qui est conditioning, donc l'endurance pour nous, elle est fondamentale. Et euh, c'est important, c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, c'est que beaucoup de gens en CrossFit ont perdu un petit peu la notion de qu'est-ce que c'est l'endurance, c'est quoi l'endurance fondamentale et comment travailler cette endurance fondamentale de manière intelligente peut justement t'aider dans la pyramide et dans la hiérarchie pour te faire performer dans les autres modalités du CrossFit. Pour toi, comment est-ce que tu définirais l'endurance? C'est quoi ta vision de l'endurance? Et comment est-ce que à travers le triathlon, il y a des leçons qu'on pourrait nous appliquer au CrossFit assez rapidement? Ouais, alors il va y avoir, ça va être un gros pavé, mais il y a plusieurs choses. Donc pour moi, un sport d'endurance, ça va être un sport qui va utiliser majoritairement le système oxydatif, les fibres lentes, et puis finalement, basiquement, un sport qui va durer plusieurs minutes. Voilà, pour moi, à partir de une dizaine de minutes, on est dans un sport d'endurance finalement. Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour moi, l'endurance, ça va être le châssis d'une voiture. La haute intensité, ça va être le moteur, mais si t'as pas le châssis pour pouvoir faire passer cette puissance, ça va marcher un temps, mais au 10e virage, tu vas te cracher. Donc l'endurance de base chez nous en triathlon, elle est moins à la mode euh, qu'en dans le CrossFit, parce que vous avez un sport de base qui est de très haute intensité, mais chez nous, ça a été quelque chose de classique. On entendait toujours les anciens dire, ok, ben, tourne les jambes, fais 1000 km avant d'aller faire d'école, fais tout l'hiver à basse intensité, mais pas le gros plateau. Enfin voilà, c'est que des petits trucs d'anciens, il y a pas de science là-dedans, mais c'est de l'endurance. Voilà. C'est rester sur une séance à parler avec tes potes. Ça, c'est de l'endurance. Et voilà, c'est la base de la pyramide, comme tu l'as dit juste avant. Et comment aujourd'hui, si tu avais affaire à un crossfitter qui fait justement beaucoup de haute intensité comme ça, comment est-ce que tu lui dirais de voir l'endurance, comment est-ce qu'il devrait considérer l'endurance dans son entraînement? Alors, je dirais que s'il veut s'entraîner encore plus, eh ben, il va devoir passer par l'endurance. Souvent, on a l'impression que c'est une perte de temps, mais finalement, l'endurance, ça va permettre pas mal d'adaptations, que ce soit central ou périphérique, donc que ce soit au niveau du cardio, système nerveux ou musculaire. Et donc, on va avoir l'impression de perdre du temps parce que on finit la séance, on n'est pas fatigué, mais il faut voir ça sur du long terme en fait. Et l'endurance, c'est ce qui va lui permettre de mieux assimiler ses grosses charges,
d'être plus frais sur ses séances de force, d'être plus frais sur ses WOD à haute intensité, et donc de pouvoir enchaîner plus de volume, plus d'intensité. Et est-ce que tu pourrais refaire cette petite métaphore que tu m'avais donnée et que j'avais trouvé ça super et que je me suis dit c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on ressorte le jour où on fait un podcast pour que ça parle aux crossfitters. Tu avais expliqué, tu m'avais dit, du coup, j'avais trouvé ça génial. Tu m'avais dit, bon, bah là, t'as la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5. Et tu m'avais dit, c'est très compliqué de travailler beaucoup dans les zones 3, 4, dans les sports d'endurance, etc. Parce que du coup, on vient vraiment bosser l'endurance fondamentale ou la zone très haute. Parce que l'endurance fondamentale, on vient la bosser. Parce que si son endurance fondamentale, elle augmente, sa base, et ben, en fait, on vient tout pousser. Du coup, toutes ces zones, ces autres zones, elles vont augmenter également. Et du coup, tu m'avais dit, en fait, on vient pousser, mais vers le bas. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Et pour expliquer un peu aux gens, des fois, que, en fait, bosser cette faible intensité que les gens trouvent des fois trop faible, en tout cas dans le CrossFit, on est moins éduqué là-dessus, en tout cas, pour le moment. Et le fait de pousser cette base et que ça vient remonter également tes autres zones, je m'étais dit, c'est super comme image pour expliquer aux CrossFitters de se dire, en fait, t'as pas besoin d'aller bon, ok, tu m'avais dit, on peut aussi travailler la zone 4-5 et la bosser fort parce qu'elle peut venir tirer les zones du bas, comme si elle les tenait également, mais c'était plus intéressant au début, dans un premier temps, de pousser vers le bas avec cette zone de base, quoi, entre guillemets. Tu vois, là, tu as parlé donc de pousser et de tirage, c'est deux trucs qu'on utilise beaucoup dans l'entraînement d'endurance. Soit on va pousser les seuils vers le haut, soit on va les tirer. Donc c'est soit on va bosser juste en dessous, soit on bosse juste au-dessus. Et généralement, dans le CrossFit, les gens aiment beaucoup la haute intensité, donc ils ont tendance à tirer les seuils. Non, donc ils veulent se démonter et terminer par terre à plat ventre et mort, et puis pouvoir parler et checker un partenaire. C'est ça. C'est sûr. Mais finalement, c'est ça. C'est les gars bossent à haute intensité les trois quarts du temps et ils tirent ces seuils donc vers le haut. Dans un premier temps, ça va fonctionner. C'est pour ça que les gars progressent 2, 3 mois, 1 an, ils vont progresser. Puis à un moment donné, ils vont stagner ou ils vont fatiguer. Et c'est là qu'il faut repartir en dessous et cette fois-ci pousser. Et finalement, quand on fait de l'endurance, il faut pas croire qu'on va uniquement se renforcer sur de la basse intensité. L'endurance, on va pouvoir augmenter le volume systolique, donc la taille du ventricule gauche, et donc pousser plus de sang, pousser plus d'oxygène vers les muscles. Et tout ça, ça va être utile à haute intensité en fait. Ça va être utile sur tout le spectre d'intensité. Donc c'est pas uniquement faire de la basse intensité pour être bon en footing. Non, c'est faire de la basse intensité pour devenir meilleur de manière générale, pour avoir un meilleur système cardio, un meilleur système nerveux, et pouvoir être meilleur de manière générale. C'est pas parce qu'on parle avec ses collègues. Pardon, Mims, je t'ai vu partir. Vas-y. Moi, c'était juste pour dire, c'est pas parce qu'on parle avec ses collègues quand on court ou quand on fait du bike qu'on est forcément dans une zone qui sert à rien. Parce que je sais que moi, c'est ce que j'entends souvent. Les gens, au CrossFit, malheureusement, des fois, ils ont cette tendance à s'imaginer parce qu'ils sont pas dans de la haute intensité ou parce que ils sont pas morts. Ils sont là. Ça sert à rien. J'ai gâché ma séance et ils veulent tout le temps terminer. Alors que bien au contraire, des fois, ça fait du bien de simplement faire on peut dire grossièrement de la zone 2, mais voilà, de pouvoir faire une endurance en étant capable de parler avec ses collègues, etc. Et que c'est tout aussi utile. Il n'y a rien d'inutile là-dedans. Non, pardon, vas-y. Vas-y. Je coupe tout le monde, moi, c'est ma spécialité. Il faut vraiment bosser tout le spectre d'intensité, que ce soit de la zone 1 à, tout dépend le modèle, mais 6, 7 zones. Donc de vraiment limite la marche jusqu'au sprint max. Il n'y a aucune zone qui est mauvaise pour le corps, au contraire on a des adaptations de partout. C'est simplement qu'il faut calibrer donc ces intensités et les distribuer correctement. Si on fait de la haute intensité 90% du temps, il y a de grandes chances qu'on finisse dans le mur. Si on fait de la zone 3-4 90% du temps, c'est pareil, à un moment donné on va stagner. Et pareil pour l'endurance. Tu peux faire de la zone 2 pendant 10 heures de temps, mais à un moment donné, il va falloir quand même pousser sur l'accélérateur. Donc en fait, il faut tout bosser. C'est juste qu'il faut avoir une distribution qui est intelligente. Et le problème des gens, je pense, c'est qu'ils ont l'impression de faire de l'endurance, mais ils ne la font pas vraiment. Ils sont toujours un petit peu au-dessus. Ils vont se mettre sur un vélo, ils vont aller courir, mais finalement, ils vont discuter, et puis après, ils se sentent bien, et puis après, il fait beau, donc on accélère, et puis on rattrape un pote, et on veut pas se faire doubler, et ainsi de suite. Et au final, on finit la sortie, on pensait faire de la zone 2, et on a passé les 3 quarts du temps en zone 3, 4, et on a fait que 10 minutes de zone 2 dans toute la séance. C'est un peu le problème que je vois.
Le problème dans le CrossFit, en fait, c'est pas un problème, c'est que c'est initialement, les gens, quand ils commencent à faire du CrossFit, ils sont là pour des résultats la plupart du temps physiques. Quand on met le pied dans une box, on a envie d'être mieux tout nu. Donc du coup, à un moment donné, on essaye de se dire, ben voilà, ce qui me permet de faire ça, c'est l'intensité. Et on les a rapidement, ces résultats, grâce au CrossFit et le fait qu'il y ait de l'intensité. Maintenant, les gens peuvent passer un cap à partir du moment où ils passent le cap physique, de l'entraînement pour la notion donc d'avoir un bon physique, et quand ils commencent à vouloir performer, ce qui arrive en fait assez rapidement. Au bout d'un an et demi, voire 2 ans, en CrossFit, on commence à switcher et se dire « Ah, bon, maintenant, mon corps, je sais que c'est bon, juste j'ai envie de m'entraîner pour la performance. » Et c'est dur de se décrocher du schéma on a implanté au début où l'intensité nous a donné des résultats. Et donc, c'est pour ça qu'on est un peu dans ce profil. C'est dommage sur le long terme. Par contre, sur le court terme, c'est quelque chose qui a payé. Et ça, c'était la petite parenthèse. Par contre, j'ai une question. Toi, en termes de profilage, quand tu vois un crossfitter, qu'est-ce que tu vois parce qu'on en avait parlé comme profilage. Quelle zone tu vois mieux développer? C'est quoi la différence par rapport aux autres? Ouais, alors bon, il y a autant de profils que d'athlètes, mais vraiment il y a un profil qui ressort, c'est qu'il y a une énorme capacité bien sûr à produire de l'intensité, de la très haute intensité, produire de la puissance. Par contre, c'est des courbes de lactate qui vont être des droites plutôt que des courbes. Et chez des athlètes d'endurance, on a un plateau tout en bas, ça fait un plateau et après on monte, alors que chez un athlète de CrossFit, généralement, ça fait une droite parce que il y a pratiquement pas d'endurance de base. Et c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais j'ai vu des athlètes et des données passées sur des athlètes de très haut niveau qui font quasiment les games ou voilà, et qui ont des premiers seuils donc d'endurance. Tu peux me citer. Tu peux citer Willy. Non, bah, même pas, tu vois. J'allais dire, si c'est moi, tu peux le citer, mais Non, par au contre, c'est quelque contraire. chose de mal, on va couper court à ce call, hein, sache-le. J'oserais pas, t'es bien plus costaud que moi. Non, je rigole. Non, mais j'ai vu des gars passer avec des premiers seuils qui sont des seuils d'amateurs moins pour un sport d'endurance, quoi. J'ai des collègues qui font du vélo ou ma copine qui a un premier seuil qui est à leur niveau. Pourtant, eux vont faire les games. Non, mais voilà, c'est juste pour. Et donc, Mais c'est est-ce vraiment qu'il y a qu'il y a pas un cette- manque énorme d'endurance, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de background aussi? Parce que souvent, il y a des crossfitters qui ils se découvrent, c'est méchant aussi, mais qui viennent au crossfit un peu de nulle part, qui n'ont jamais fait vraiment de sport à niveau. Et moi, je prends souvent l'exemple d'un Froning parce que je suis fan, mais ce mec-là, il aurait pu faire du haut niveau dans plein de sports. Et quand tu as un background avec des sports de haut niveau avant, et ben automatiquement, t'as le corps, il suit quoi. Quand t'as fait ça depuis tout jeune, après il y en a plein des crossfitters qui ont un background de fou. Hein, je dis pas ça, je vise personne, mais voilà. Est-ce qu'il y a aussi, il y a pas cet impact du background qui peut avoir, qui peut être non négligeable quoi. Ouais, bien sûr, mais ce qu'on a fait entre 10 ans et 20 ans, ça va conditionner un peu le reste de sa vie. Donc c'est énorme parce qu'ils arrivent quand même. Vous avez un sport qui a tellement de, on va dire, de matière, que ce soit la gym, la force, que ce soit la vitesse, la puissance, etc. Il y a tellement de spécificités que tu arrives à t'en sortir même si tu as un déficit d'endurance. Par contre, à un moment donné, ça te rattrape. Donc tu vas trouver des gens qui viennent de sports de combat, qui viennent de rugby, qui viennent de ce genre de choses, qui vont pouvoir pendant des années progresser, atteindre un très très bon niveau, de par leur background justement, parce qu'ils bougent bien, ils viennent de la gym, etc. Mais par contre, ça va les rattraper à un moment donné où Et ils vont tu se sais dire, où on le ok, voit? là je peux plus passer de cap, quoi. Et tu sais où on le voit aussi beaucoup, et c'est un truc, toi tu parles au niveau des caps dans l'entraînement, c'est pour franchir des paliers dans leur niveau de fitness, mais où on le voit beaucoup, c'est quand les compétitions elles durent plus de 3 jours. Par exemple aux Games, quand tu as travaillé cette endurance pour toute ta saison de manière intelligente et que tu as eu vraiment une off-season où tu bosses beaucoup plus en endurance, en force, en endurance, mais vraiment séparé, où tu viens un peu, c'est comme le développement d'une Formule 1, tu viens bosser sur toutes les pièces de la Formule 1 et tu les assembles au dernier moment pour faire les Exactement. tests. Et c'est la même chose, tu bosses sur le châssis, les pneus, la transmission, bref, j'aime bien prendre cette métaphore parce qu'elle parle aux gens. Et souvent quand tu vois qu'il n'y a pas eu ça, et ben sur des épreuves comme les Games, c'est pour ça qu'un Fraser il était au-dessus, c'est parce que ce mec-là, plus il y avait de jours de compétition, plus il était fort. Et par exemple, moi c'était pas à son niveau, mais par exemple je sais que plus la compétition durait plusieurs jours,
Et mieux j'étais, parce qu'à la fin, en fait, mon corps il s'adapte, et souvent j'arrive tu sais, tu t'arrives à encaisser cette fatigue. C'est un peu comme au Tour de France, la troisième semaine, ben c'est là que les favoris ils se détachent, quoi. Et ben c'est la même chose, et on le voit beaucoup là-dessus, tu vois, sur les compétitions de plus de 3 jours. Je sais pas si t'as pu en parler avec Julien Dagnou ou quoi, mais franchement, les French, souvent, t'avais des mecs qui faisaient des perfs de fou au qualif. T'arrives au French, ça durait 2-3 jours, ils se faisaient découper. Et pareil sur les autres compétitions qui duraient plusieurs jours, où l'enchaînement, et je parle pas forcément des demi, parce que les demi avec 2 WOD par jour, bah, t'es limite sur un volume qui est faible comparé à ce que tu fais d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que c'est super intéressant, ça. Ouais, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement c'est la base de la pyramide, donc ça va être du conditionnement général et donc ton endurance, elle va te servir bien sûr dans ton WOD, dans ta performance au moment T, mais par contre elle va surtout te servir tout au long de la saison, que ce soit donc sur 3 jours de compétition ou même dans l'enchaînement des compétitions. Si tu as 2 ou 3 compétitions là en un mois, et ben avec un gros background d'endurance, tu vas pouvoir mieux t'en sortir et mieux les enchaîner. Ouais, J'ai une question, super Evan. intéressant. Enfin, une double question, pardon. La Vas-y. première, c'est est-ce que tu peux expliquer pour les débutants qui ne savent pas ce que c'est zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, à quoi ça correspond? Et la Ouais. deuxième chose, c'est comment tu fais pour déterminer ces zones-là? Voilà. Enfin, comment Ouais. tu sais dans quelle zone tu es? Donc on va avoir tout un profil d'intensité, tout un spectre d'intensité, pardon, qu'on va pouvoir découper. Donc d'abord, on va le découper en 3 domaines. Il va y avoir le domaine modéré, donc ça va être le domaine où vraiment vous êtes au calme, vous marchez ou vous débutez l'activité physique. Le domaine élevé, où là vous êtes dans une zone tempo, on peut garder l'effort pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et après, vous avez le domaine élevé, où là, généralement, il nous reste quelques minutes de durée de vie. Donc ça va être 10, 15, 20, ça dépend du niveau de l'athlète. Et donc ces 3 domaines, on va les redécouper en zones, 5 zones, 7 zones, selon les entraîneurs, selon le sport aussi, la spécificité du sport. Et à l'intérieur de ces zones, on va avoir donc plusieurs adaptations, qui soient nerveuses, musculaires, etc., qu'on va essayer de rechercher en s'entraînant dans ces zones. Donc si on fait de l'endurance, on n'aura pas les mêmes adaptations que si on fait de la très haute intensité. Donc en fait, on découpe au niveau de sa fréquence cardiaque et de sa puissance, on découpe des zones d'intensité. Par exemple, si vous pouvez travailler entre 100 et 200 BPM, eh ben peut-être que votre première zone, elle est entre 100 et 120, la deuxième 120 et 150, 150, 170, et ainsi de suite. Et ça va découper comme ça. Et pour trouver ces zones, donc les applications nous donnent des calculs grand public basés sur notre fréquence cardiaque max. Donc c'est des calculs qui peuvent fonctionner pour un grand nombre de personnes, mais qui ne sont pas super précises. Donc vous allez courir et vous allez voir que votre Polar, votre Garmin ou autre, hein, pour pas citer de marque, mais va vous donner, ok, vous avez couru pendant 30 minutes dans votre zone 2, 10 minutes dans votre zone 3, etc. Elle imagine ces zones en fonction de votre fréquence cardiaque max, de votre âge, de votre niveau, de votre poids, de tout ce que vous avez pu rentrer dans la montre. Et après, vous allez avoir des tests, que ce soit en laboratoire ou que ce soit avec des entraîneurs, des tests physiologiques, où là, on va venir chercher vos seuils, 1 et 2, et découper ces zones. Et donc, on va essayer de le faire avec soit des appareils de VO2 max, soit des appareils pour la mesure du lactate, ou pour la mesure de la concentration d'oxygène musculaire. Voilà, donc après, on rentre un peu plus dans quelque chose de très très précis et un peu plus de haut niveau, on va dire. Ok, donc c'est ça que t'as fait avec Will. Enfin, t'as fait un des tests avec Will. Tu as fait aussi avec Jus et avec Mims, mais ils veulent pas qu'on donne leurs résultats. Mais tu l'as fait avec Will. Et comment ça se passe ce test-là? Tu peux un peu Et le décrire juste, parce que c'était juste, super intéressant. juste avant, est-ce que tu peux confirmer, Even, avant de partir sur le truc de type, parce qu'on va être impressionné par les résultats de Mims et Joule, euh, tu peux confirmer que les zones Garmin, quand on a une Garmin ou une Polar, ou peu importe la marque, faut pas toujours se fier à ces zones qui sont pas forcément très réalistes, parce que je sais qu'il y a souvent de personnes, quand je donne le calcul, bon, c'est réaliste pour savoir sa zone repos, qui te permet de calculer, on va dire, tes zones grossières de fréquence cardiaque, mais elles sont pas ultra réalistes, parce que moi, par exemple, avec celles que tu m'as données suite au test lactate, elles sont bien différentes des zones Polar, Garmin. Souvent, il y en a, ils disent, ouais, mais là, je suis en zone 3. Je dis, ouais, mais ça se trouve, c'est une zone 2 pour toi. Tu sais pas. En fait, Exactement. c'est, Exactement, c'est que
ils ont donné un calcul et un pourcentage, donc qui est vraiment vieux, hein. C'est des calculs qui datent de plus de 40 ans, mais qui fonctionnent, on va dire, pour une majorité, ou on va dire, voilà, 40-50%, ce qui est déjà pas mal. Et ils sont obligés de donner quelque chose, c'est mieux que rien. Mais par contre, on peut avoir des énormes différences. Sur certains athlètes, j'ai 30 pulsations entre ce qu'annonce la montre et le réel. Ouais, moi Donc il y avait 30 25, tu vois, pulsations, on ce qu'on est... disait tout à l'heure, il y avait Ouais, 25 voilà. entre ce que tu m'as donné et celle de la Garmin. Après, plus tu la portes, plus elle s'adapte. Mais voilà, c'était juste, je voulais, avant que tu répondes à la question de Thibaut, je voulais juste préciser ça parce que c'est souvent des questions que j'ai partout et dans les athlètes qui suivent les prog et je trouvais ça cool que quelqu'un qui a beaucoup plus de crédibilité dans ce domaine que moi le dise. Donc merci. Et c'était... Vous retrouvez Du la coup- question maintenant. Ah, mais si vous, Ah, c'est ma faute, redire la désolé. question. Je Donc, mérite pardon. d'être lapidé. Donc la question c'était avec Will, avec Ju, avec Mims, tu as fait un test lactate. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le test lactate et en fait quelles données du coup tu peux en tirer derrière? Ok, on va essayer de faire simple parce que sinon ça devient un cours de physio, mais donc en soi, à chaque fois que ton corps est en mouvement ou même au repos, hein, il va consommer du sucre. Et de ce sucre-là, dès qu'on casse une molécule de sucre, se crée molécule de lactate. Et d'autres choses, mais voilà, du lactate. Et ce lactate-là, par une mesure simple, en fait, une petite piqûre où on vient récupérer une goutte de sang, on va pouvoir voir la concentration de ce lactate dans le sang. Donc pas de lactate dans le muscle, mais bien la concentration qu'il va y avoir dans le sang. Donc déjà, on a une petite perte en ligne, mais on a quand même quelque chose d'assez précis. Et donc cette molécule-là, une fois qu'on la calcule, on la rentre dans des logiciels et on va avoir une courbe en fonction des intensités. Donc on va prendre la mesure au repos, on va la prendre au début de l'effort, et puis petit à petit on va monter comme ça de palier en palier, et elle va nous donner plusieurs informations. Il faut savoir que le lactate au début, donc il est dans la cellule, il est recyclé dans cette cellule. Donc on va être sur quelque chose de très stable, que ce soit au repos ou au début de l'effort. Une fois que cette cellule est remplie, pour faire simple, elle déborde, et là elle part dans le sang ou dans les autres fibres musculaires. Et donc on va avoir une légère augmentation du lactate sanguin. À la suite de ça, on arrive encore à recycler quasiment autant qu'on produit. Donc tout se passe bien. Et on va avoir un deuxième point, donc le deuxième seuil, où là on va produire plus de lactate que ce qu'on arrive à recycler. Et donc là on va avoir une montée exponentielle du lactate jusqu'à l'arrêt de l'activité, où à un moment donné, il y a d'autres molécules, hein, les ions d'hydrogène, etc., qui vont dire au corps, en fait, stop. Et donc, en faisant un test par palier, on arrive à trouver les deux seuils et à redécouper ça en zone d'entraînement. Ok, Et, génial. ouais, super, merci Evan. Et comment, pour revenir au tri d'abord avant de partir sur le CrossFit, parce qu'on a tous envie de parler de ça, mais pour revenir au tri, comment est-ce que du coup ensuite tu utilises les zones 1 à 5 par exemple pour de manière concrète l'appliquer dans le triathlon et préparer les gens à leur discipline? Parce que ce qui est spécial dans le tri, c'est que oui, tu vas te préparer à la course à pied, mais tu dois te préparer à la course à pied après avoir nagé et fait du vélo. Et pareil pour le vélo, et pareil. Donc comment est-ce que tu fais pour appliquer concrètement à ce sport multidiscipline ton travail de zone pour que d'un côté il y ait des progrès en endurance, mais de l'autre aussi la personne favorise sa récupération, favorise les adaptations, etc. C'est ça. Le tri, ça va être le gros point, et c'est les grosses erreurs que je vois, c'est que les gens veulent s'entraîner en 3 sports. Donc ils veulent un entraînement en course à pied, un entraînement en vélo et un entraînement en natte. Le problème, c'est que c'est pas possible, parce que nous, chaque discipline influence la prochaine. Et donc tu peux avoir un très très gros niveau de course à pied de base, à sec. Par contre, si tu as un mauvais vélo ou une mauvaise natation, tu vas arriver rincé sur ta course à pied et tu pourras plus atteindre ton niveau. Donc avec ces zones d'entraînement, on va pouvoir calibrer sur une semaine, sur un mois, sur un an, le pourcentage d'intensité que je vais donner à l'athlète. Donc par exemple, si je veux qu'il travaille son endurance, je vais le faire travailler 80% du temps dans les zones basses, 1, 2. Et puis si je vois qu'il manque de puissance, je vais lui mettre 10% du temps dans la zone 4 et puis 10% du temps dans la zone 5 et ainsi de suite. Si je vois qu'il a vraiment un déficit de force, on va aller le faire sprinter, enfin voilà. Et donc le but c'est vraiment de trouver ces zones pour calibrer au mieux et ensuite distribuer les intensités en fonction du profil de la personne. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que grâce à ça, on a quelque chose de vraiment très précis. On fait plus une programmation
on va dire, globale, mais on fait une programmation pour l'athlète individuellement. Et donc, pour toi, avec un triathlète qui veut travailler sérieusement, du coup, ta méthode, ça va être, bah voilà, on fait le profilage, et ensuite, en fonction de son objectif, tu lui fais un programme. C'est quoi ta méthode? Ouais. Alors, on va préparer, on va dire, deux, trois objectifs dans l'année, hein, pas plus. Ça, c'est aussi un truc que j'essaye de faire avec les athlètes, c'est pas trop de compétition pour pouvoir travailler. Et ensuite, après, soit le profilage, soit pour certains, on va commencer sans le profilage, mais on y vient petit à petit parce que les gens se rendent compte que c'est intéressant. Et on va bosser semaine par semaine. Donc moi, je prépare des cycles. C'est pas forcément des cycles qui sont actés 3 semaines, 4 semaines, etc. Tant que l'athlète progresse dans ce cycle-là et qu'il n'a pas une énorme fatigue, je vais le maintenir dans ce cycle. Ça peut durer 3, 4, 5, 6 semaines pour, par exemple, un mec comme Julien qui a une énorme capacité. Et par contre, semaine par semaine, via une application qui ressemble à un calendrier, je lui mets les séances au jour le jour. Et la personne, elle récupère son calendrier, elle synchronise toutes les séances sur sa montre et c'est parti. Mais je fais semaine par semaine parce qu'on a toujours des impératifs à droite à gauche, que ce soit avec le boulot, la famille ou autre. Pour moi, ça sert à rien de faire un plan avec 35 séances sur un mois. On a toujours quelque chose qui arrive au milieu, donc autant le faire voilà, semaine par semaine quand on peut et avec un échange quotidien avec les athlètes, quoi. Moi, ça me fait plaisir que tu précises que faut pas avoir plus de deux, trois échéances par an et que moins on a d'échéances, mieux on peut se préparer parce que c'est quelque chose qu'on rabâche dans tous on va dire les épisodes passés et c'est vraiment cool que tu le reprécises parce que c'est quelque chose qui est pas que dans le CrossFit quoi. Moins plus t'as d'échéances en fait, moins tu peux structurer ton entraînement et moins tu progresses et automatiquement bah moins tu seras performant. Donc c'est le choix de faire peut-être 10 on va dire 10 échéances dans l'année où tu vas être moyen ou d'en faire 2 3 où tu peux être excellent. Donc Ouais. c'est cool que tu précises ça. Ouais, c'est ça, Comment parce est-ce que que je suis désolée, c'était par rapport au triathlon et la prog. Comment est-ce que tu inclus quelqu'un qui fait du crossfit dans tes progs de triathlon, par exemple? Parce qu'il y en a de plus en plus, en fait, qui font crossfit et après se lancent dans le tri. ouais. Alors c'est le gros point. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il fasse une pause. Non, non. Alors pas une pause totale du CrossFit, hein, parce qu'il y a des qualités qui sont toujours à travailler, mais une pause dans la très haute intensité et dans le spécifique CrossFit. Donc j'essaye qu'il enlève un peu de WOD pour rajouter du sport d'endurance, et par contre de garder tout ce qui est gym, mais gym pur, force pure, mais ne pas faire de spécifique. On va bosser, on va dire, de manière globale sur le fitness de la personne et après il repasse sur du spécifique quand il retourne faire des compétitions de CrossFit. Même principe que quand on fait du triathlon, euh, on fait jamais les trois disciplines enchaînées toute l'année. On va faire du vélo, on va faire de la course à pied, etc. Et plus je me rapproche de la compétition, plus la personne va avoir des entraînements où elle enchaîne. Voilà, pour la spécificité du tri. Mais on va essayer d'avoir un développement général, global du fitness avant de faire du spécifique. Donc s'il commence à faire 4 watts par semaine de la force plus des fractionnés avec moi, c'est sûr qu'il va dans le mur. Donc voilà, on essaie de trouver un juste milieu entre sa pratique et rajouter de l'endurance. Et sache que ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que beaucoup de crossfitters professionnels font dans leur off-season, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus d'endurance. Donc souvent, il y en a beaucoup qui font même des triathlons comme James Newbury et compagnie. Et donc pour tous les crossfitters que ça intéresse, sachez que vous pouvez très bien faire pendant 4, 5, 6 mois une préparation en triathlon et garder, comme il a dit Evan, à côté des choses spécifiques un peu plus crossfit et peut-être avoir une journée dans la semaine où vous avez du crossfit, un workout crossfit, Ouais, voilà. etc. Mais bosser par exemple la gym un peu à côté, la force un peu à côté, bosser vos skills et par contre avoir une vraie programmation de triathlon, mais bien sûr, garder des haute intensité tout le temps, non, c'est pas bon. Et si vous voulez une vraie off-season qui va vous permettre d'être en forme pour la période des compétitions, eh ben, vous pouvez passer par une période de 3, 4, 5, 6 mois grand maximum où vous allez faire de l'endurance, donc des triathlons et ces petits, on va dire, choses vraiment séparées à droite à gauche où vous allez diminuer votre crossfit, peut-être en faire qu'une fois, comme je l'ai dit. Et ça va pas vous empêcher de progresser. Au contraire, ça risque de vous faire avoir des surprises sur votre fitness et de franchir des paliers parce que peut-être que l'endurance fondamentale et l'endurance tout court que vous avez travaillé dans le triathlon avec Even, ça va vous permettre de franchir ce palier dont vous aviez besoin. C'est ça, il faut essayer de penser long terme. Il faut essayer de déconstruire, entre guillemets, accepter d'être un peu moins fort sur le spécifique pendant quelques semaines, quelques mois, mais construire de manière globale et penser à la saison suivante. C'est sûr que si c'est un athlète qui veut juste se vider la tête, il va avoir du mal à penser comme ça. Mais si c'est un compétiteur, il va se dire, ok, ça va m'apporter des choses. J'accepte pendant 2 mois, de toute façon, j'ai pas de compétition, d'être moins fort sur mon WOD spécifique. Par contre, je reviens dans 2 mois
et je peux accumuler beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'intensité, et je serai bien plus fort la saison prochaine, quoi. Combien Evan, de temps président. c'est la prog? Par exemple, moi, je veux me lancer dans un triathlon, disons, dans 6 mois. Je fais du CrossFit. Euh, Comment est-ce que tu vas me dire de commencer le spécifique en tri ou comment est-ce que tu aménagerais ça? Quand est-ce que tu viendrais diminuer mes séances de CrossFit? Alors, au début, ce sera vraiment du très basique avec vraiment que de la basse intensité pour aussi apprendre de la spécificité du sport. Parce que tu vas passer beaucoup de temps en course à pied, c'est hyper traumatisant. Donc, on va monter vraiment en volume progressivement. Tu peux pas commencer à faire des fractionnés dès la première semaine, sinon au bout d'un mois, t'es pété. Donc, on va dire que sur 6 mois, on va avoir 2 mois au début où c'est la partie un peu longue pour les athlètes parce qu'il se passe pas grand-chose. C'est des séances d'endurance, elles sont pas super fun, c'est assez long. Et en plus, au début, c'est frustrant parce que tu vas partir sur 30 minutes de footing, alors que tu vas me dire que tu as déjà peut-être couru, bah, j'ai déjà fait 2 heures, j'ai déjà fait 3 heures. Ouais, mais là, on va construire, donc accepte de repartir un peu en dessous. Donc 2 mois, on va dire, de conditionnement endurance. Ensuite, on va avoir 2 mois où on va rentrer un peu plus dans la prog avec des fractionnés et quelque chose où on va bosser un peu de la VO2, ce genre de choses, suivant le profil de la personne, hein. S'il manque du seuil, on va bosser du seuil, voilà. Et puis les 2 derniers mois, on va rentrer dans quelque chose de spécifique, vraiment avec des enchaînements, vraiment bosser pour la course. Et puis finalement, ça fait 2 mois à la fin, mais on va enlever peut-être 1 ou 2 semaines à la fin pour l'affûtage, pour se reposer. Donc les 2 premiers mois, on peut encore garder une prog CrossFit. Les 2 suivants, ça devient compliqué parce qu'on va rentrer des fractionnés, des grosses séances nerveuses et physiques. Et les 2 derniers mois, bah pareil, on essaye d'enlever aussi un peu de CrossFit parce que le but c'est aussi de se reposer pour la compétition et de bosser spécifiquement. Je rebondis, parce que on n'a pas rebondi encore dans ce podcast. Et moi, il y a un truc c'est pas que ça me dérange dans la manière dont on parle ici, c'est qu'on parle beaucoup de CrossFit pour la compétition. À chaque fois, on en parle dans les podcasts précédents. Mais normalement, Evan, il devrait être content de recevoir un athlète de CrossFit parce que l'athlète de CrossFit devrait être naturellement avoir fait de la préparation physique ou il devrait avoir inclus déjà de l'endurance fondamentale, etc. Et au lieu de ça, mais on voit là même que Evan et même nous dans la manière dont on parle, que quand on parle CrossFit, on parle spécifiquement, bah tiens, je m'entraîne en CrossFit pour me préparer à une compète. Donc encore une fois, pour les auditeurs, si l'endurance fondamentale vous fait peur, vous en faites pas, etc. Si vous faites que vous préparer pour de la compétition et faites que des snatchs et des burpees, encore une fois, vous n'êtes pas en train d'appliquer la vraie méthodologie CrossFit parce que vous devriez utiliser le CrossFit comme une préparation physique générale. Et quand on arrive en saison on et qu'on attaque avec un objectif comme le triathlon, on diminue bien entendu les séances classiques CrossFit pour se dédier un peu plus à de la spécialisation sur l'endurance pour le tri. Et donc posez-vous la question dans votre entraînement, est-ce que je fais de la préparation physique pour être prêt à tout ou est-ce que je fais de la préparation physique pour être prêt pour les compétitions CrossFit classiques qu'on voit chaque week-end dans les box? Et demandez-vous surtout qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et moi je te posais la question, Evan, pour la multidisciplinarité parce que forcément en CrossFit, bah, on fait tout et nous on change l'ordre de tout. Et donc, un coup, tu vas avoir la force d'abord, un coup, tu vas avoir la force après, un coup, tu vas avoir la course à pied avant. Donc, c'est vachement difficile d'être bon dans tout et d'être prêt à bien aborder la force quand elle vient d'abord ou après, etc. Comment est-ce que toi, avec ton regard externe, avec le tri, tu aborderais le CrossFit, sachant que on a envie d'avoir cette capacité dans tous les exos et dans tous les domaines de temps? Alors tu vois, je rajoute juste un truc sur ce que tu as dit avant, c'est que même sans parler de compétition, moi pour moi l'endurance, ce serait pour la santé, hein, qu'on le pratique. On se sentira beaucoup mieux, même si on n'est pas compétiteur ou quoi. Et après, pour l'enchaînement des disciplines, donc ce qui est bien chez vous, c'est qu'il y a énormément de stimulus. Vous changez en permanence. Donc finalement, on se retrouve avec des athlètes qui sont hyper complets et qui progressent d'année en année. Chose où nous, dans des clubs de sport d'endurance, on a souvent de la stagnation parce que si l'entraîneur ne change pas sa façon de faire ou ne change pas ses séances, etc., on se retrouve en fait avec des cycles qui sont toujours les mêmes, des séances qui sont toujours les mêmes, jamais plus dures, jamais moins dures. Et donc en fait, l'athlète au bout de 2 3 ans ne progresse vraiment plus du tout. Vous, ce qui est bien avec votre discipline, c'est que ça change en permanence et tu arrives sur une compétition, tu sais même pas ce qui va arriver. Et ensuite, pour le bosser, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. C'est qu'il va falloir, à un moment donné, en saison off, faire des blocs.
tout comme on pourrait faire des blocs de force hein, ou autre, c'est que tu peux pas rajouter et empiler autant de choses pour l'athlète. Tu vas pas pouvoir lui faire et un bloc de force, et un bloc de gym, et un bloc d'endurance. Tu vas vite te retrouver à 40 heures d'entraînement, donc c'est pas possible. Donc en off-saison, là, mettre des blocs, comme on a dit, par exemple faire 2 mois d'endurance et calmer un peu le reste. Et puis après, dans la saison, c'est plus des rappels. Des rappels en début de séance, en fin de séance, ou pendant son jour qui est un peu plus deload, mettre un peu plus de bike pour garder ces petits rappels qu'on aura bossé juste avant. Et ça, donc, c'est pour l'athlète, du coup, qui a, comme tu dis, une saison 1, une saison off, où, du coup, tu as un gros bloc où tu vas travailler ton endurance fondamentale et après, tu reviens sur le CrossFit où tu rebosses. Mais mettons, je suis un athlète classique CrossFit. En gros, quand je dis classique, c'est le CrossFit n'est pas sa priorité. Il fait du CrossFit pour, justement, comme tu disais, la santé et pour être complet. Donc, être prêt à aller faire du ski l'hiver ou aller jouer à un tennis le dimanche. Comment est-ce que toi, tu dirais, ben voilà comment tu devrais intégrer un travail d'endurance fondamentale dans ta programmation de manière intelligente pour que tu aies au moins une base d'endurance fondamentale et que tu te sentes bien en CrossFit, donc tu fasses un peu moins de WOD en zone 5 tous les jours, mais tu vois un peu plus de vagues dans ton intensité. Et ben là, il y a pas mal de box, je vois, qui sont coachés. Donc, sans changer la programmation de l'entraîneur qui est en place, hein, mais simplement, à la fin de l'entraînement, se mettre sur un vélo et puis se rajouter un petit 20 minutes avant de partir en endurance fondamentale. Et ça, si on le fait 2, 3 fois par semaine, ben à la fin de la semaine, on a fait 1 heure et à la fin du mois, on a un paquet d'heures et ainsi de suite. Ou alors, ajouter un jour complet d'endurance et se dire, ok, ce jour-là, je vais pas à la boxe, ou alors j'y vais mais je me mets sur un vélo, ou je vais pas à la boxe et simplement je vais dehors, je vais marcher, je vais courir, je vais faire du vélo, je vais en piscine aussi, hein. On peut faire de l'endurance avec de la natation, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais il faut le faire par petites touches. Ça sert à rien je pense, de vouloir trop se compliquer la vie en faisant 4, 5, 6 séances d'un coup. Voilà, il faut le faire par petites touches et ce sera déjà mieux que rien en fait, de Et commencer par faire doucement. quelque chose. Et Doucement le doucement, ouais, c'est bike, ça. parce que je rebondis, le deuxième rebondissement de ce podcast, mais parce que voilà, souvent les gens, c'est ce il y en a, il y a d'autres coachs qui ont ce discours un peu exactement le même que tu as, qui ont pas mal de connaissances et qui disent, bon bah des fois c'est bien après ta séance de te mettre sur un bike 20 minutes en zone 2 tranquille, et souvent ce qu'on voit c'est que les gens, bah, moi je le vois aussi des fois dans ma salle, ils vont sur le bike et ils se démontent pendant 20 minutes. Ça part en FTP 20 minutes, ça se Ouais. démonte et ça veut pas regarder l'écran en se disant ah je suis moins en forme que d'habitude. Mais il faut comprendre que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah c'est doucement, c'est tranquille, c'est au contraire, c'est pour avoir une intensité différente de celle qu'on a eu dans le workout juste avant. Et donc ça c'est ça c'est dur à rabâcher aux crossfitters parce que ça part d'une bonne intention, c'est pas quelque chose de méchant qu'ils font. Ça part d'une bonne intention de progresser et c'est souvent le problème. Mais je sais que c'est le même problème des fois aussi au triathlon ou dans les sports d'endurance. Ouais, c'est un gros problème, mais après, ce qu'on peut faire aussi, c'est changer un peu son mode de vie. C'est-à-dire que si t'as la possibilité, bien sûr, par exemple, d'aller au boulot en vélo ou quelque chose comme ça, bah, finalement, tu fais ton endurance comme ça. T'as pas besoin de te rajouter des tonnes de trucs avec ton bike, avec un WOD, etc. Juste, tu vas marcher, juste tu vas avec un pote en montagne pour ceux qui ont la chance, en campagne, voilà, et tu te fais 1 heure comme ça le soir après le boulot, et en fait, juste ça, à force, ça va te faire du bien. C'est sûr que Bah tu ça n'auras pas c'est les super ce que résultats tu dis, tu vois. en 2 semaines, mais tu vas avoir les résultats bah, l'année prochaine, dans 2 ans, et ainsi de suite. Et ce qui fait que c'est un athlète qui va perdurer et à 40 ans, 50 ans, qui sera encore en forme, voilà. Moi, je Ce trouve que ça j'allais super ce que dire. tu dis. Pardon. Vas-y. Parce que souvent, c'est ce que je rabâche aux gens. Je leur dis, putain, les jeudis en zone 2, si vous faites une zone 2 de 30 à 40 minutes, bah, peut-être que vous pouvez simplement prendre votre vélo, aller dehors. Parce que souvent, au CrossFit, et que ce soit compétiteur ou pas compétiteur, il y a cette notion de vélo, c'est assis sur un bike erg dans la salle. Et au contraire, c'est des fois cool de sortir de la salle, de voir d'autres choses, d'utiliser son fitness ailleurs. Et une zone 2, ça peut être aussi, moi je le sais, quand tu fais 1 heure et demie de paddle, bah, t'es en zone 2. Sauf pour Julian, quand il est contre moi, il est en zone 4 ou 5. Mais C'est vrai. fallait que je la place. Elle. Non, mais voilà, les zones 2, c'est pas que assis sur un bike erg à la salle, il y a aussi des possibilités de le faire. Et je trouve ça super cool que tu dises que bah voilà, ça peut passer par prendre son vélo pour aller au travail. En plus de ça, il y a cette notion d'écologie, je trouve ça vraiment cool. Donc désolé Thibaut, je t'ai coupé.
Non, mais je voulais aller dans le même sens en fait. Je voulais dire, c'est un truc perso pur, mais depuis que j'ai mon chien, qui est un petit beagle qui veut marcher toute la journée, en fait, j'ai vu mon endurance dans le CrossFit progresser. Parce qu'en fait, je sais pas, je dois faire 15 ou 18 000 pas par jour avec lui, à cause de lui, ou grâce à lui, je sais pas trop. Et donc, du coup, en fait, bah, t'arrives à faire ça et il y a des trucs du style aller faire une rando le week-end, voilà, aller taper 1 heure et demie de rando avec un petit peu dénivelé, pas spécialement de le faire en mode trail, la pilou programming, pardon. Et donc ce genre de choses, en fait, c'est vrai que dans le CrossFit, c'est très mal accepté. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pas considéré comme de l'entraînement. C'est vraiment pas considéré comme un truc qui va Ouais. être positif et potentiellement même ça va être vu comme quelque chose de négatif. Donc c'est-à-dire non non mais aujourd'hui c'est mon rest day, donc le rest day c'est sacré et je fais rien etc. Alors que tu peux aller juste Ils marcher. refusent même, ils Voilà. refusent des fois, j'en vois même dire ah non je peux pas là c'est mon recovery day, excuse-moi je peux pas aller jouer au paddle, je peux pas aller faire d'autres trucs parce que c'est mon recovery day, j'ai une zone 2 à faire. Tiens mais en fait ta zone 2 tu peux la faire avec nous, tu peux aller faire un autre sport, faire d'autres choses, utiliser ton fitness pour d'autres choses parce qu'en plus de ça bah c'est super cool, on progresse tous dans les salles et là je parle pas des compétiteurs avant que Julian me regarde avec des gros yeux, mais je parle de tous les athlètes, franchement vous augmentez votre niveau de fitness, vous êtes plus en forme, putain, utilisez votre fitness ailleurs, faites d'autres choses, challengez-vous sur des trails de 40 km comme des vraiment bêtes que Julian il a proposé. Non mais challengez-vous sur des choses et je trouve ça, comme il dit Thibaut, c'est super cool de faire d'autres choses, d'utiliser son fitness et des fois de faire des zones 2 en dehors de la salle. Ça change un peu les idées. Et surtout, je reviens sur un truc, c'est que les gens n'ont pas l'impression quand ils marchent ou quand ils prennent leur vélo pour aller au boulot ou autre, hein, pour aller chercher le pain, ils n'ont pas l'impression de faire du sport. Mais moi, au contraire, quand je fais les profilages physiologiques, les trois quarts des personnes, pour faire de l'endurance, elles peuvent pas courir en fait. Si je les fais courir, au niveau du cardio, elles sont déjà trop haut. Et on serait déjà sur des zones 3, 4. Donc en fait, la marche, voire marche rapide hein, pour certains, ça serait déjà un super entraînement en fait. La rando encore plus, parce que tu as ce côté en plus musculaire à la montée, à la descente, le côté proprio, enfin voilà. La rando au top, et le vélo pareil. Si les gens, je leur fais faire des calls en mode programmation triathlon, ils sont déjà beaucoup trop. Juste de prendre le vélo pendant 30 minutes et d'aller à leur boulot, c'est parfait en fait. Tranquillement, vraiment chill Et quoi. même un VAE, hein, tu sais, un vélo électrique. Et Moi, je fais vraiment, beaucoup de mountain bike en vélo électrique, du coup, pour profiter des descentes. Et je me suis rendu compte, quand tu fais des grosses sorties, bah, je peux te garantir que tu es plus qu'en zone 2 sur les montées, malgré que ce soit un vélo électrique. C'est ouais. juste que tu fais plus de distance. Parce que et du coup, si vous êtes en montagne, dans une région montagneuse, et que vous dites, ah non, moi, je peux pas prendre le vélo, c'est trop compliqué, bah, c'est pas grave. Prenez peut-être un vélo électrique. Maintenant, il y en a vraiment à tous les prix. Et en plus de ça, ça vous fait, comme il dit, vous êtes dehors, quoi. C'est vachement cool. Ouais. T'es dehors. Et on a quelque chose dans le CrossFit, tu sais, Even, où c'est pas très Instagrammable de se filmer en zone tranquille sur un vélo voilà, ou au dehors ou quoi que ce soit. Mais quand tu traînes un petit peu avec des athlètes de haut niveau comme Will, comme Fraser ou autre, tu te rends compte qu'en fait, bah, eux, ils passent par là parce que ça fait partie de l'entraînement, comme tu l'as dit. Ils ont pas le choix s'ils veulent performer après aux Games. C'est juste que c'est pas du tout Instagrammable, mais pour passer du temps régulièrement avec Will et de voir comment il travaille son cardio, je peux vous assurer que c'est la partie, je pense, qui est la plus difficile de la journée, parce que faire un WOD de 4 minutes, c'est pas la mort. Mais par contre, se mettre dans les états dans lesquels il se met le soir, parfois c'est parce que juste c'est long et qu'il a déjà enchaîné une journée, mais ça paye après sur le long terme. Ouais. Mais on le voit pas trop ce travail et du coup tout le monde pense qu'il faut se mettre la pile à 190 pendant 20 minutes, mourir Ouais, par ou terre, que tu fais que de récupérer la et que force. c'est tout. Voilà. Ou que Et de la force parce que ça c'est beau par contre. Mais Ouais. je le vois aussi, t'inquiète, sur les athlètes d'endurance avec une énorme application que tout le monde connaît, hein, Strava. Euh, et je côtoie, j'ai la chance dans les lycées que j'ai fait, il y a pas mal d'athlètes qui sont aujourd'hui à haut niveau. Et quand je vois les séances de mes potes qui sont à haut niveau, hein, qui pour certaines font le Tour de France féminin, etc. Je vois les moyennes, les watts, et après je vois mes collègues amateurs et je vois leurs séances. Je me dis, il y a vraiment un problème. Les gars sont tout le temps à 30-35 de moyenne, ça pousse tous les jours, alors que ceux qui font le Tour de France, il y a des jours, c'est tranquille. En fait, c'est juste sur du long terme. On n'a pas besoin de se mettre tous les jours la pile pour progresser. Et tu le vois même au tour, bon, c'est pour récupérer, mais les mecs, dès qu'ils descendent de l'étape, ils passent la ligne. 10 minutes plus tard, tu les vois sur un trainer là, en train de pédaler super tranquille pour récupérer pendant 20-30 minutes et se remettre les idées en place, quoi.
Mais moi, j'ai une question un peu différente parce que du coup, on parle beaucoup d'endurance fondamentale et on parle beaucoup forcément de course à pied, vélo, natation. Moi, j'aimerais ta vision. En fait, le truc, c'est quand. Et tu me dis si je dis des conneries, mais tes zones, elles diffèrent par exercice. C'est-à-dire que tes zones 2, 3, 4, 5 vont pas être les mêmes en vélo qu'en course à pied et idem en vélo. Ça va dépendre de comment tu respires, tes capacités athlétiques, etc. Mais nous, en CrossFit, du coup, on a plein d'autres trucs. On a les toes to bar, on a les snatchs, on a le deadlift, on a le machin. Tu as des mouvements qui sont très différents où tu vas beaucoup fermer la cage thoracique, ça va être plus dur de respirer, etc. Et donc forcément, si tu as bossé ta zone 2 en vélo ou en course, ben, ça ne va pas être ta même zone 2 ou tes mêmes zones que sur des mouvements spécifiques au CrossFit. Comment est-ce que, une fois que j'ai bossé mon endurance fondamentale, comment est-ce que je pourrais appliquer, d'après toi, ces principes aux autres exos qu'on a en CrossFit? Est-ce que c'est une question Alors, qui est complètement con ou est-ce que ça a du non, sens? non, non, au contraire, c'est une top question. Mais du coup, il faut voir l'endurance fondamentale comme quelque chose de global, comme quelque chose qui sort vraiment du CrossFit, où on va avoir des adaptations, comme on disait tout à l'heure, qui soient cardio, qui soient au niveau des capillaires, qui soient au niveau du transport de l'oxygène, etc. Et ça va te servir tout le temps, peu importe le sport. C'est-à-dire que si tu es capable d'envoyer plus d'oxygène, d'envoyer plus de substrat, etc. à tes muscles, tu seras fort, mais tu seras fort tout le temps en fait. Voilà, pour faire simple. Et donc du coup, si tu as une énorme endurance, derrière, quand tu vas faire des box jumps qui n'ont rien à voir avec de la course à pied ou du vélo, ou voilà, tu vas quand même garder ces capacités-là, musculaires, cardio, etc. Donc il faut vraiment dissocier ça et ne même pas essayer de faire du spécifique. Et après, par contre, quand tu reviens dans ton technique spécifique CrossFit, là tu peux vraiment te mettre la pile et te dire, ok, bon bah voilà, ma, ma stratégie pour tel WOD c'est ça, avec tel cardio parce que je me connais. Mais en sortant de ce truc de l'endurance, ok, j'ai bossé en vélo à 130 BPM, sur mon WOD, il faut que je sois à temps. Ça marchera pas parce qu'il y a des trop grosses différences. Par contre, ce que tu as travaillé à 130 BPM sur ton bike, eh ben, ça va t'aider sur ton WOD. Tu vas mieux récupérer, tu vas pouvoir faire peut-être 3-4 reps de plus, ou tu vas mieux te gérer parce que l'entraînement de l'endurance permet aussi une meilleure gestion. Donc voilà, faut, je pense, vraiment dissocier le conditionnement général et après le spécifique. Ouais, carrément, ce que tu dis, c'est exactement ça en fait, parce que tu viens augmenter ta capacité de récupération aussi grâce à cette endurance. Et c'est pas notamment récupération, par exemple, que si tu fais un entraînement sous forme d'intervalle ou d'émum, bien sûr ta récupération elle va être meilleure si tu as une endurance que tu as travaillé de manière efficace. Donc pendant un émum, bah toi, les 40 secondes de récupération ou les 30 secondes de récupération, elles vont être beaucoup plus efficaces que quelqu'un qui n'a pas bossé ça. Et pareil pour un workout des games type 2-1-1, intervalle 2-1-1 ou etc. Mais également ta récupération entre tes entraînements le soir. Bien sûr, la récupération, comme on le dit toujours, il y a aussi des paramètres extérieurs à l'entraînement qui sont la nutrition, le sommeil, etc. Et même si tout part entre guillemets de la nutrition et le stress extérieur, mais cette récupération elle va être améliorée si tu as une endurance fondamentale qui est haute. Et il y avait Chris Hincho à l'époque qui avait fait quelque chose de très intéressant. Il avait commenté les 3 petits sprints qu'ils avaient eu en 2015, si je dis pas de bêtises, 2016, où il a expliqué pourquoi Fraser il allait gagner le dernier, parce que sa capacité récupératrice a été augmentée durant les fenêtres de récupération et que du coup ça venait annihiler en quelque sorte les forces des athlètes qui étaient très forts sur le dernier sprint, mais que du coup Fraser, son niveau il restait le même parce que sa capacité de récupération elle était énorme et que ces athlètes qui étaient très forts sur cette partie, eh ben ils n'allaient pas pouvoir l'être parce qu'ils n'avaient pas aussi bien récupéré. Et au CrossFit, bah c'est en ça que ça nous aide parce que on vient récupérer beaucoup mieux et automatiquement un athlète qui récupère mieux, c'est un athlète qui peut plus s'entraîner. Alors attention bien sûr sur les volumes, mais également qui peut permettre d'autres adaptations et c'est une espèce de dynamique positive qui est incroyable. Et également, bah comme tu le disais pour les workouts, souvent moi j'aime bien ce terme de mouvement de récupération. Quand on a des workouts, faut analyser déjà. Des fois il y a pas de mouvement de récupération dans un workout, mais si vous avez un AMRAP, je dis une bêtise, mais il y a 15 calories raw, 10 test to bar et 5 squat clean à 60 kg, et ben si c'est un AMRAP, le mouvement de récupération ça va être le rameur, c'est-à-dire que c'est un mouvement sur lequel tu vas accepter de pas forcément de gagner du temps mais de pas forcément d'en perdre, c'est-à-dire que tu vas pas gagner de temps mais tu vas essayer de ne pas gagner de temps pour en gagner autre part. Donc sur les 10 sur ton enchaînement, 10 to bar, 5 squat clean. Et un athlète qui a une grosse endurance, il va être capable d'avoir ce mouvement de récupération qui est le rameur beaucoup plus haut en termes de rythme. Parce que sa récupération, sa récupération, on va dire son rythme de récupération va être plus haut. Et c'est en ça aussi que c'est super important sur pas mal de workouts. Et ça te permet vraiment de progresser de fou. Et c'est ce que tu disais, quoi. C'est quelque chose vraiment qui est en dehors de tous les sports, mais qui permet des choses incroyables.
Ouais, et puis si tu as une fréquence cardiaque globale qui diminue grâce à ton endurance, tu vas pouvoir aussi pousser un peu plus pendant l'effort. Là où avant, tu vas te mettre dans ton WOD sur le rameur ou sur le bike à 300 watts et tu étais à 170 BPM, si après à 300 watts, tu es à 155 BPM, bon En bah rameur, soit les tu gens en peux... CrossFit, ils parlent pas beaucoup en watts, Ouais, c'est ils le parlent problème. en cal ou Ouais, ouais. non, non, je sais que moi, Mais j'essaye de regarder en watts parce que des fois on est perdu. Mais c'est vrai, et ce que tu dis, il en avait parlé, il y avait un workout que Froning il faisait et il lui a mis son, avec je sais plus quelle marque, bref, on avait sa fréquence cardiaque et on avait super bien vu que pendant il y avait un mouvement rameur ou pareil, un mouvement un peu de récupération comme ça, des DU ou du rameur, tu voyais son rythme cardiaque, il baissait pas son rythme, c'est-à-dire que ses transitions étaient super rapides, il allait directement au rameur ou au DU, mais par contre tu voyais son rythme cardiaque se calmer, redescendre vraiment très vite pendant ce mouvement de récupération alors qu'il ne baissait pas son rythme, mais que pour lui, ça c'était un mouvement de récupération à ce rythme. Alors que les autres, le rythme cardiaque restait toujours super haut. Et au fil du temps, bah, comme tu le dis, bah, au bout d'un moment, t'as une dette, et la dette, faut la payer. Et la dette, elle se paye par du, bah, récupérer ou prendre plus de temps, quoi. et après, ce que tu peux faire aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est pendant 2-3 mois, tu vas bosser sur le bike avec quelque chose qui n'est pas du tout technique. Comme ça, tu bosses ton endurance, tu te concentres sur rien d'autre. Et si tu veux te rapprocher un petit peu de ton sport, eh ben derrière, tu peux changer d'ergo. Mais fais-le enfin pour moi, fais-le au dernier moment, c'est-à-dire fais-le dans le dernier mois de programmation, juste pour retrouver un peu la spécificité du ski erg, de l'assaut bike, du rameur, etc. Mais c'est quand même des ergos qui ont un peu plus de technique plutôt que le vélo. Donc si tu veux vraiment bosser en zone 2 sur un ski erg, déjà c'est un peu plus compliqué. Donc pour moi, commence par le vélo et après va vers le spécifique. Attention, Et ça va Martin pouvoir Fourcade, il servir. écoute le podcast, donc on voudrait pas se le mettre à dos. On adore le ski erg et tout ce qui touche au biathlon. Ah, mais c'est eux, par contre, c'est des machines techniques. Et quand Ouais, bah, je c'est pense que tu as dû voir la vidéo de Martin Fourcade où ils analysent sa VO2 max et qu'il avait une VO2 max qui était plus haute que les mecs du Tour de France, etc. Et c'est assez impressionnant. Bref, on s'égare. Ah bah, et pour puis parler de... Vas-y, vas-y, ouais. Evan, pardon. Tu parlais de sprint tout à l'heure, l'endurance va pouvoir aussi te permettre, alors on parle de zone 2, mais il y a tout le spectre à bosser, hein, mais il va pouvoir aussi te permettre de reproduire l'effort, comme tu disais, à haute intensité. C'est-à-dire que là où avant, tu pouvais faire 2-3 sprints dans ta séance à 100% de tes capacités, peut-être que là, tu vas pouvoir en caler 4 ou 5. Donc si tu arrives à en caler 4 ou 5, forcément, tu as plus d'adaptation, tu as plus stressé ton corps. Si tu récupères bien de ce stress, tu progresses plus. Et ainsi de suite. Et plus tu auras d'endurance, plus tu pourras stresser ton corps. Et c'est comme ça qu'on voit des séances de mecs qui font le Tour de France ou de toi qui est en très très haut niveau, des séances de fou où l'amateur se dit mais comment je peux aller faire 6 heures de vélo avec 6 cols? Mais parce que les gars ont une telle endurance que c'est aujourd'hui le stress qu'il leur faut pour passer des caps, quoi. Et juste pour justement cette capacité à avoir cette endurance et l'effet de l'endurance sur la santé, c'est qu'en vrai, ben, toi tu parlais tout à l'heure du recyclage des lactates et l'utilisation du lactate, etc. Et en fait, ce qui fait ça, ce qui utilise cette énergie, et spécialement dans l'endurance, c'est la mitochondrie. Et elle est ben, au cœur de tout le fonctionnement humain, des maladies métaboliques, du bon métabolisme. Et en fait, il faut se dire que les exercices d'endurance et le fait de pouvoir aussi changer de temps en temps l'intensité, comme un peu un fartlek ou quoi que ce soit, ça vient ben, utiliser, et plutôt, ça s'appelle ubiquité, en fait, toutes les mauvaises mitochondries, celles qui ne sont pas fit dans vos cellules, elles se font tamponner, entre guillemets, et elles se disent, ben, elles sont pas fit. Et dans ce cas-là, elles viennent se faire macrophager, et quand elles se font macrophager, c'est-à-dire se font mettre à la poubelle, elles se font remplacer par des mitochondries qui vont devenir plus fit et qui vont utiliser beaucoup mieux les substrats comme le glucose, le pyruvate et les lactates. Et en gros, ça veut dire que l'exercice d'endurance, il permet justement d'améliorer la multiplication, mais aussi surtout le côté fit de la mitochondrie. Si on ne le fait pas, souvent elles vont être pro-oxydées. Et en vrai, elles vont surtout l'intensité, trop d'intensité, ça ramène trop de pollution dans la cellule, trop de radicaux libres. Et si la mitochondrie elle vient se faire submerger par ça, elle devient polluée et du coup, elle se fait mettre à la poubelle, quoi. Ouais, et tu vois, on parle là-dessus, là, sur les mitochondries. Plus tu vas faire d'endurance basse, plus tu vas avoir de fusion et de fission des mitochondries, donc tu augmentes le nombre. Plus tu augmentes le nombre, plus tu vas avoir de capacité, comme on disait, à utiliser les substrats.
C'est tout simple, hein. Si tu en as deux ou trois, c'est nul. Ce sera beaucoup moins bien que le gars qui en a 1000. Donc on peut pas les compter, bien sûr, ça se compte en millions, mais voilà. Et pareil, les fibres lentes ont une énorme capacité de recyclage du lactate. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu vas être à haute intensité, tu vas produire énormément de lactate, d'ion d'hydrogène, etc. Enfin, plein de choses. Le gars qui a une grosse endurance, il va pouvoir recycler ça super rapidement. Et donc, il va finir son WOD à haute intensité, 3 minutes après, quasiment, 4 minutes après, le gars est frais. Contrairement à celui qui a une endurance de base qui est moins bonne, hein, et lui, pour qui ces fibres lentes vont avoir du mal à recycler, et lui, il va mettre beaucoup plus de temps à revenir d'un WOD comme ça. Bah, Et c'est je fais. exactement ce qu'on disait pour les compétitions, c'est ce qui se passe après, c'est ta capacité à récupérer. Et souvent pendant les workouts, et c'est, bah, je disais ça tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'un Fraser, il était aussi fort dès que l'enchaînement, il était, et les workouts s'enchaînaient parce qu'en fait, les forces d'un athlète qui était peut-être très très fort sur un workout, bah, quand le workout il vient après deux autres workouts, après, au bout de la quatrième journée, et ben, un Fraser qui est moins fort sur ce workout, bah, il est plus fort parce que sa capacité de récupération, elle est bien plus importante. Et comme tu disais, et comme l'expliquait si bien Mims, bah, optimisé à fond, quoi. Et tu l'optimises aussi par la nutrition. Souvent, on parle de l'exercice, mais la mitochondrie, pour pouvoir... Désolée, j'ai mon chien qui s'énerve. Mais du coup, pour pouvoir être fit, ces mitochondries, elles ont besoin de nutriments spécifiques. Et c'est là où la nutrition, elle joue un vrai rôle. Et souvent, on l'oublie, que ce soit pour des gens qui sont à haut niveau ou bas niveau, il faut qu'on amène assez de choses pour que cette mitochondrie fonctionne. Et en gros, elle a besoin d'oméga 3, elle a besoin de tout ce qui est de fer, surtout de fer, de coenzyme Q10, des antioxydants, la vitamine E, la vitamine A. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent rentrer en compte ici pour seulement cette petite machine-là qui fonctionne dans chaque cellule et qui permet de fonctionner de manière adéquate. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une bonne nutrition de base et surtout plein de micronutriments qui sont nécessaires et encore plus si maintenant on commence à augmenter son volume d'entraînement. Donc voilà, c'était juste pour faire cette parenthèse. Et moi, je rajouterais même que Mims, parce qu'elle osera pas le dire, mais elle a une super appli de nutrition qui vous permettrait d'avoir plein d'informations là-dessus, également des suivis personnalisés ou non personnalisés qui vous permettraient de mieux comprendre ça et d'adapter cette nutrition. Et donc, comme elle vous l'a dit, nutrition adaptée, récupération meilleure, vous progressez, vous devenez des machines et Je m'arrête là. Non, mais et on revient à la pyramide dont on parle souvent en CrossFit, hein, et sous la fameuse endurance, conditionnement, etc., il y a la nutrition. Et bon, il y a plein de choses qu'on peut mettre sous cette pyramide encore, mais une fois qu'on est au niveau des athlètes que Evan coach qui vont aller faire les Ironman ou du tri à haut niveau, oui, l'entraînement est important, mais du coup, après, il faut aussi aller voir, justement, c'est bien que tu aies plein de mitochondries, mais comment elles fonctionnent, tu vois? Est-ce qu'elles fonctionnent de manière optimale? Est-ce que tu as regardé quel est ton taux de coenzyme Q10? Est-ce que tu as regardé si tu es en inflammation, etc. Et comment est-ce que tu peux essayer d'améliorer le circuit pour mieux fonctionner, quoi. Ouais. Et c'est là, je trouve que, tu vois, tous les profilages, au final, on parle souvent de ça pour des compétiteurs. Et pour moi, c'est aussi important pour des amateurs. Parce que c'est des gens qui ont encore moins de temps, qui doivent encore faire les choses beaucoup mieux s'organiser. Et finalement, tu peux pas te permettre de t'entraîner dans les mauvaises zones, etc. et de te fatiguer encore plus. Parce qu'à côté de ça, tu as ton boulot, tu as ta famille, tu as autre chose. Et donc, de faire ce genre de profilage, de s'entraîner correctement, d'aller voir des coachs, que ce soit en CrossFit, en endurance, voilà, et de faire les choses bien, ça va te permettre de durer dans ce sport et de vraiment progresser, quoi. Si Plus on augmente l'entraînement, comme tu le dis, et avec la vie, etc., plus on doit être vigilant à tous les aspects de sa vie. Et si tu le fais pas, tu vas dans un mur, que ce soit dans les entraînements d'endurance, de tri ou de CrossFit. J'ai cassé l'ambiance. Non, pas du tout. C'est Connor, il fait un peu peur comme ça, tu vois. Et moi, je voulais revenir rapido sur deux trucs. D'abord, tu parlais des différences entre les athlètes d'endurance CrossFit en termes de profilage. Toi, quand tu as vu le profilage de Willy, quand tu as vu le mien, celui de Mims, alors je ne sais pas s'ils sont comparables, forcément. Attention, Evan. Attention, hein. Oui, c'est une bête des Vosges. Mais c'est quoi le premier truc que tu te dis quand tu vois ces profils? Et qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Je vais leur faire ça. Ouais, alors les deux profils, vous avez les mêmes, toi et Mims, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Oh, j'ai vous eu avez une peur. courbe, vous avez une courbe qui monte très très vite. Donc il manque une endurance vraiment de base, donc ce qu'on disait la zone 2, voilà, de la très basse intensité.
tout en gardant à côté de ça de l'entraînement à haute intensité, hein, parce qu'il faut en garder. Mais voilà, de l'entraînement de base. Et à côté, pour Willy, ce serait plutôt de l'entraînement sur les seuils. C'est-à-dire faire grimper ce deuxième seuil. Le premier seuil est déjà vraiment très correct, hein, on va pas se les cacher. Il y a toujours à bosser, mais ce serait pas la priorité. Et ce sera plus aller bosser des zones 3-4 pour augmenter encore plus la résistance à l'effort, encore plus la capacité de recyclage, etc. Et donc pour vous, dans un premier temps, plutôt bosser très basse intensité sous le premier seuil, et pour Willy, plutôt sous le deuxième seuil ou juste au-dessus. Pas de la très très haute intensité type sprint, mais voilà, des efforts qui vont être d'une vingtaine, trentaine de minutes. On va faire deux, Bah, trois c'est ce reps. que tu m'as mis d'ailleurs dans le programme pour le miles en moins de 5 minutes. C'est ce que je l'ai direct vu. Il n'y avait pas de très haute intensité, mais il y avait du coup, il y a des moments là parce que les gens s'imaginent que parce que t'es pas très, très haut dans les zones, c'est pas dur, mais je peux te garantir qu'au bout d'un moment, quand t'es dans la zone 4 et comme tu dis au seuil, bah, ça devient compliqué et je trouve ça vraiment cool que t'adaptes grâce au test lactate, ça te permet vraiment toi d'adapter vraiment précisément voilà les programmes d'entraînement en fonction des points forts et des points faibles et c'est vraiment cool ça. Ouais, tu peux voir directement le profil de la personne, donc ça te permet d'adapter. Et tu vois, pour Julian, on en parlait aussi pour ton trail. Finalement, d'aller faire des efforts de 6-7 minutes vraiment vite, t'étais à l'aise. Et de faire plutôt des efforts un peu plus longs, rajouter du temps, des répétitions de 20-30 minutes. Là, c'était un peu plus dur. Et donc, c'est souvent ce qu'on voit chez les crossfitters. Justement, j'ai suivi, j'ai un peu moins suivi pour la Rosière parce que j'avais vraiment un espoir que Will oublie qu'on s'était inscrit au trail. Alors là, allez, c'est le moment où il va trouver des excuses, qu'il va dire il s'est pas préparé, etc. Allez, vas-y, Julian, on est tout oui. Non, non, mais en revanche, tu vois, l'autre jour, on est allé faire une séance avec Mims et bah, c'est aussi pour faire la pub de ce que tu m'as fait. Mais sur le dénivelé positif, où clairement, moi, en général, j'explose tout de suite et je suis tout de suite à 160, 170. Bah là, sur cette séance-là, pour la première fois, j'étais à 150, 145. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise en niveau cardiaque, beaucoup moins essoufflé, beaucoup moins en train de subir sur la montée. Et ça, c'est la première fois que je ressens ça. Donc, visiblement, il y a des choses qui fonctionnent dans les choses que tu m'as fait appliquer. Ça fait plaisir. Merci, hein. Et justement, je voulais parler vite fait de la zone 2 parce qu'on voit de plus en plus d'athlètes, notamment des athlètes de haut niveau, faire beaucoup de zone 2, ce qui est une bonne chose. Mais là, ce que tu viens de me dire, c'est que les profils plus classiques, plus athlètes normaux comme moi et Mims, enfin, je ne sais même pas si on est des athlètes, mais on fait du crossfit depuis pas mal de temps. Tu me dis qu'il faut qu'on travaille la zone 2, mais tu dis à Will de travailler la zone 3, zone 4. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose... Mettons, là, il y a deux types de personnes qui nous regardent. Il y a les athlètes lambda et il y a peut-être les athlètes de haut niveau. Donc, est-ce que les athlètes lambda devraient plus se préoccuper de la zone 2, comme tu as dit, pour la récupération des mitochondries, etc., et puis l'endurance fondamentale? Et est-ce que les athlètes de plus haut niveau devraient, bien sûr, faire de la zone 2, mais ne pas négliger aussi l'intensité, la zone 3, la zone 4? Alors, encore une fois, ça va être juste une question de distribution. Parce que, par exemple, pour toi, dans le mini plan que je t'avais fait, il n'y avait pas que de la zone 2. Dans le plan de Willy, il n'y a pas que de la zone 4. La grosse majorité du temps, ça reste quand même sous le premier seuil, donc de la zone 1, de la zone 2. Après, c'est juste une question de pourcentage. Pour certains, ça va être 60%, 80, 95% du temps en zone 2. Et après, c'est juste, si on a fait un profil physiologique, on va se rendre compte des petites lacunes. Est-ce que ça va être des lacunes de très très haute intensité, type sprint 5-6, ou est-ce que ça va plutôt être 3-4? Donc pour la majorité des athlètes, mais même tous en fait, je leur conseille vraiment, c'est bosse sous le premier seuil. Parce que finalement, les autres zones, tu vas les travailler quand tu vas faire ton WOD, quand tu vas faire une sortie avec les potes en footing, etc. Là, tu vas tout le temps être en zone 3, c'est sûr, et bosse vraiment la basse intensité. Concentre-toi là-dessus, te pose pas de questions, bosse la basse intensité, et après, si vraiment tu as envie de suivre une prog, bon bah là, rapproche-toi d'un coach. Lui, il va essayer de voir ce qui te manque vraiment, mais la basse intensité te servira tout le temps, tout le temps. Après, Will, c'est un peu différent parce voilà, c'était pour un objectif, c'est pour quelque chose de précis, on a le profil, enfin voilà.
Et ce qui est super intéressant, c'est que toi, je sais pas si tu l'as déjà précisé, mais tu cales tes zones, tu parles de zones, mais pas que en termes de fréquence cardiaque. C'est-à-dire que grâce au test de lactate, qui te permet vraiment d'établir les changements de zone avec ton petit test au niveau de la petite goutte de sang sur le doigt pendant l'effort, ça te permet d'établir également les zones du coup en fréquence cardiaque. Et tu parles aussi de zones pas en fréquence cardiaque, mais du coup en watts. Et moi, je trouve ça super cool des fois de pouvoir se rendre compte, de vérifier si on a été dans les bonnes zones en regardant sur sa Garmin. Voilà, j'étais à tant de watts de moyenne, là j'étais à tant de watts. Est-ce que ça correspond à la bonne zone? Parce que moi je trouve ça vraiment cool. On parle souvent de zone en fréquence cardiaque parce que c'est le plus commun, mais que toi tu parles aussi en termes de wattage, je trouve ça super intéressant pour suivre le programme, et y compris peut-être pour le bike, etc. et d'autres choses. Ouais, tous les modèles en fait ont des lacunes. Si on utilise que l'AFC, c'est mauvais, que les watts, c'est mauvais, que le ressenti, c'est mauvais. Par contre, si on commence à ajouter les watts plus l'AFC, on commence à avoir quelque chose de bien. Les watts plus l'AFC plus le ressenti, c'est encore plus cool. Et si par-dessus ça, on a un petit profil lactate par-dessus qui vient te spécifier tout ça, bah là, ça devient de plus en plus parfait. On touche pas la perfection, mais c'est de mieux en mieux en tout cas. Donc voilà, plus on ajoute de données, plus on les croise ces données, et mieux ce sera forcément. Je pense que c'est des bons mots pour conclure ce podcast. Juste sur si ces athlètes nous écoutent, donc si tu me dis si je dis des bêtises, Evan, mais en gros, l'athlète lambda qui fait du crossfit pour sa prépa physique, qui fait du crossfit pour la santé, se sentir bien et voilà, qui kiffe le côté communautaire, etc., lui, il devrait se concentrer à peut-être enlever une ou deux séances de trop haute intensité et privilégier un peu de récup, donc aller marcher, aller faire une randonnée le week-end, aller faire du vélo, ou rajouter des petits segments de 10-20 minutes où il est à intensité basse, post-séance ou pré-séance, pour accumuler ça au fur et à mesure du temps. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Pour moi, concentre-toi sur de la très très basse intensité. Tu dois pouvoir parler tout le temps, un ressenti à 3 sur 10, et tu dois avoir zéro fatigue en sortant de ta séance. Tu dois limite rentrer chez toi frustré. Ouais, attention à ne pas faire que ça, parce que plus on Non. bouge lentement, plus on est lent. Ça, c'est un truc qui Ouais, pardonne bah pas. il y a aussi ce truc où à un moment donné, c'était devenu nous dans le CrossFit, il y avait cette vague de oh la zone 2 c'est incroyable, il faut en le faire, il faut en faire, alors qu'il y avait déjà plein de coachs depuis des années qui en parlaient, et notamment Incho, mais Incho il a comme Mims nous en avait parlé il y a de ça quelques temps, et il prend cette zone 2 qui vient du monde de l'endurance et il l'adapte un peu au CrossFit, et je trouve ça cool aussi de toujours adapter les choses en fonction du sport qu'on fait et des spécificités de celui-là. Et c'est vrai qu'il y a eu cette vague à un moment donné, tout le monde parlait de la zone 2, c'est la solution miracle, il faut faire de la zone 2, tu vois, et tous les athlètes se dire ah non là moi aujourd'hui là je fais pas ça, je me mets sur un bike 40 minutes en zone 2, et en fait les mecs après tu les voyais en compétition se faire démonter sur des workouts d'endurance parce qu'ils se rendaient compte tiens, j'ai peut-être fait un peu trop de zone 2, et mon entraînement comme tu le disais Evan, il était pas aussi bien construit que ça pouvait l'être, de tout bosser au niveau des zones et de manière relative bien évidemment. Donc c'est vrai qu'à un moment donné cette zone 2 on en a un peu trop entendu parler, je trouve. C'est ça, tout travailler et surtout recocher les cases de la pyramide. Souvent, les gens ont oublié la base endurance. Voilà, il faut juste la remettre dans la programmation. Pas faire que ça, juste la replacer dans la programmation. Ouais, et je pense que ça mériterait un autre podcast de parler de zone 2 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire du coup. Et je récap encore pour l'athlète qui est de haut niveau, donc qui vise, quand je dis haut niveau, qui vise à faire des compétitions, qui a des objectifs compétitifs, diminuer les échéances, en avoir peut-être 2 ou 3 dans l'année où on se concentre dessus, avoir une réelle saison off où on diminue un peu le travail à ultra haute intensité, type vraiment préparation pour les compètes. Et dans cette saison off, éventuellement retravailler les fondations avec de l'endurance fondamentale et typiquement du travail de zone comme on en parlait pendant le podcast. C'est bien ça? Et faites confiance à des spécialistes comme Even, qui faut pas des fois croire que parce qu'on vient du CrossFit, on a la science infuse. Il y a des spécialistes comme Even, c'est pas le seul, il y en a plein d'autres qui ont plein de connaissances. C'est comme en nutrition, vous allez voir une personne comme Mims qui a lu 1 milliard de bouquins et qui a 28 DU, et au moins vous vous informez auprès des bonnes personnes pour avoir les bonnes informations, et ça, faut mettre un peu son ego de côté, et quand vous discutez avec des gens comme Even, vous en apprenez plein, vous êtes une éponge, et au final vous chopez plein de connaissances, donc c'est super cool. C'est ça, il faut essayer d'être patient, d'être progressif dans ce qu'on fait, et puis accepter parfois de déconstruire un peu pour revenir plus fort. Voilà, c'est essayer de faire 2 ou 3 mois qui sont un peu moins spécifiques, mais on pense au long terme et on se dit que dans 2 3 ans ça va nous servir. Parce que ça met du temps aussi, hein, ces adaptations, faut pas croire qu'en 2 semaines on aura tout réglé. Mais voilà, il faut être patient, mais ça paye, forcément ça paye, si c'est bien fait.
Et d'ailleurs, pour conclure ça, où est-ce qu'on peut te trouver, Evan? Comment est-ce qu'on peut te contacter pour avoir un programme? Comment tu fonctionnes? Ouais, alors vous pouvez me suivre sur la page Instagram, donc All Out Training. Je réponds à tous les messages si c'est pour de la programmation en ce moment, donc je suis full. Mais en tout cas, on peut en discuter. Je peux vous donner deux, trois tips. Et puis, j'essaye de faire des articles sur la page qui sont assez simples, mais qui résument finalement l'endurance et puis tout ce qu'on peut trouver dans le triathlon. Et parce Et, que euh, tu fais le modeste, mais t'as plein d'athlètes. Je suis désolé, mais tu fais le modeste, mais t'as quand même plein de super athlètes qui performent à haut niveau en triathlon et notamment en cyclisme. Des fois, pas que en triathlon, je crois. Si tu me coupes, si je dis des bêtises, pardon. Mais ouais, t'as vraiment des athlètes qui performent à très haut niveau. Moi, je vois les perfs passer, c'est super impressionnant de tout niveau. T'as même des athlètes débutants. Des fois, je vois ce que tu mets, qui progressent de fou. Donc, ce qu'il fait, ça marche. Et franchement, allez sur son compte Instagram. Il publie pas que des trucs de performance. Il publie aussi des choses qui vous donnent pas mal d'informations. Donc c'est le suivre, le soutenir, mais également choper plein de connaissances. et, C'est cool, merci. et je sais qu'il y a des honneurs qui regardent ce podcast. Et récemment, tu es allé dans une box, je sais plus dire des conneries, 7.2 CrossFit. Ouais, Et c'est tu ça, 7 points de CrossFit au Mans, ouais. as fait un profilage pour l'ensemble des athlètes tout le long de la journée, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, il m'avait demandé, on attaquait une programmation triathlon. Il m'avait demandé si c'était possible de faire le test. Et donc, il m'a dit, bah moi, ça m'intéresse. Puis, ça m'intéresse de proposer ça à ma box. Donc, on a fait ça sur 24 heures. C'était cool. Les athlètes étaient super intéressés. Et là, tu vois, je viens de finir les bilans. Ils sont repartis avec leur bilan. Et puis, à la fin du bilan, je mets une petite programmation sur 8 à 12 semaines pour qu'ils puissent suivre un petit entraînement en endurance. Ça, c'est vraiment cool. Donc, s'il y a des honneurs qui sont intéressés, ben voilà, vous pouvez contacter Evan. Il se déplacera chez vous. Il vient même cuisiner le soir. Donc, il Je fait fais le aussi ménage, du je stop. fais le ménage le soir dans la box. Il y a des petites prestations que tu peux ajouter sur le profilage. Et il y en a certaines qui ne sont pas sur le menu. D'accord, il y a des prestations cachées. C'est Mais du plus. voilà, il n'y a que du plus. En tout cas, je te remercie, Evan. C'était super intéressant. Je pense qu'il y a matière à faire beaucoup plus sur l'endurance et sur tout ça. Je suis sûr qu'on sera amené à se reparler sur ce podcast ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci à Mims, Will et Tib. Et Merci. suivez-nous sur Stronger Feelings. Merci d'avoir écouté ce podcast. Beaucoup d'engagement sur le dernier. Alors donnez-nous du love et likez et partagez cet épisode. Merci Evan, merci tout le monde. Merci. Merci tout le Merci monde, à merci vous, Evan. salut. Merci Ciao. beaucoup.